4 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 4 petites minutes pour déclencher la crise diplomatique la plus grave entre la France et Israël depuis la guerre des 6 jours. Netanyahou venait de lâcher son attaque cinglante, calculée chirurgicale contre la politique française au Moyen-Orient. Il regardait Sébastien Lecornu avec ce sourire qu'on lui connaît bien, ce sourire de prédateur qui vient de tendre un piège parfait. La satisfaction contenue, la certitude absolue. Ce jeune Premier ministre français allait plier comme tous les autres avant lui. Comme tous ces politiciens occidentaux qui, face aux lobbies pro-israéliens et aux accusations rituelles d'antisémitisme, finissaient toujours par s'excuser, par reculer, par disparaître. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Lecornu aurait dû mettre la puce à l'oreille, ce calme déconcertant, cette sérénité presque provocatrice qui tranchait radicalement avec la nervosité chronique des leaders européens face à ce genre d'épreuve. Parce que ce qui allait suivre, personne ne l'avait vu venir. Un moment qui allait réécrire pour de bon les règles du jeu géopolitique au Proche-Orient. Lecornu se leva, lentement, avec cette précision dans chaque geste qui n'appartient qu'aux gens vraiment dangereux. Il tira sur sa veste ce petit mouvement français élégant, presque anodin, et planta ses yeux dans ceux de Netanyahou. Pas une hésitation, pas un frémissement, le visage d'un homme qui sait exactement ce qu'il s'apprête à faire, et puis la voix, nette, froide, parfaitement maîtrisée, des mots qui ont gelé toute l'assemblée sur place. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, je vous remercie pour cette démonstration magistrale de ce qu'est devenue la diplomatie israélienne moderne, un mélange toxique d'arrogance historique et de chantage émotionnel. Un silence de mort, pas de murmure, pas de chuchotement, rien. L'assemblée entière s'était figée, et Netanyahou, lui. Pour la première fois depuis des décennies, il semblait réellement déstabilisé. Pas dans son élément, pas en contrôle. Lecornu, lui, n'a pas bronché, imperturbable. Il a continué. « Vous venez de nous offrir en direct un parfait exemple de votre méthode. Vous la connaissez tous, on critique ses actions, il sort la Shoah. On questionne ses violations du droit international, il crie à l'antisémitisme. Cette stratégie, elle a tenu pendant des décennies. Elle intimidait, elle faisait taire. Mais là, ce jour-là, dans cette salle, elle ne prenait plus. Et la salle le sentait. Les délégués se regardaient incrédules, parce que ce moment était historique. Jamais un dirigeant occidental n'avait osé parler ainsi à un premier ministre israélien en face devant les Nations Unies. Puis Lecornu a lâché la phrase qui a tout cristallisé. « Vous nous reprochez notre prétendue amnésie sur la Seconde Guerre mondiale. » Très bien. Permettez-moi alors de vous rafraîchir la mémoire sur des faits historiques que visiblement c'est vous qui avez oubliés. Lecornu extirpa un épais dossier de sa serviette et l'étala sur la table avec la froideur méthodique d'un chirurgien en salle d'opération. Permettez-moi d'être précis. La résolution 242 du Conseil de sécurité 1967 exige le retrait d'Israël des territoires occupés. 57 ans de violation. La 338 en 1973, cessez-le-feu immédiat, négociation obligatoire. Ignoré. La 446 en 1979, les colonies sont illégales au regard du droit international. Bafoué chaque matin que Dieu fait. Il marqua une pause, les yeux rivés sur Netanyahou. Voulez-vous que je continue, parce que j'ai devant moi 87 résolutions onusiennes, 87, toutes violées, toutes signées, toutes ignorées. Netanyahou ouvrit la bouche. Lecornu leva la main, un geste sans agressivité mais sans appel. « Je n'ai pas fini, monsieur le Premier ministre. » Il tourna une page. Vous invoquez le terrorisme. Soit. Parlons chiffres, les vôtres, les nôtres, ceux de l'ONU que vous récusez systématiquement. Depuis 2008, 580 Palestiniens tués par les forces israéliennes. Près de 400 d'entre eux étaient des enfants. Dans le même intervalle, 30 civils israéliens ont perdu la vie sous les coups de Palestiniens. 30. Il referma le dossier. Alors dites-moi, et je vous pose la question sincèrement, où se trouve la proportionnalité dont vous vous réclamez si haut et si fort? Et là, Lecornu lâche le deuxième missile. Parce que le premier, c'était chaud, mais celui-là, c'est chirurgical. Vous nous accusez de complicité avec le terrorisme. Il reprend l'accusation mot pour mot. Il la pose sur la table.
et ensuite il la retourne comme une crêpe. 271 soldats français, Afghanistan, Mali, des noms, des cercueils, des familles brisées. La France a payé en sang pour cette guerre contre le terrorisme islamiste et Lecornu le dit sans trembler, sans chercher la pitié, juste les faits. Puis la question qui tue, combien de soldats israéliens sont morts pour défendre les valeurs occidentales en dehors de vos frontières? 0. Un seul mot, pas de fioriture, juste 0. Et dans la salle, vous entendez ce murmure, ce moment où tout le monde comprend que quelque chose vient de changer dans le rapport de force. Netanyahou est maintenant sur la défensive et Lecornu n'a pas fini. L'Iran de Khomeini. C'est Israël qui lui vendait des armes dans les années 80. L'apartheid sud-africain. C'est Israël qui aidait Pretoria à construire la bombe nucléaire. Lecornu ne hurle pas, il n'insulte pas, il cite, il documente. Il met les dossiers sur la table un par un comme quelqu'un qui a préparé cette réunion depuis très très longtemps. Voulez-vous vraiment parler de qui soutient les régimes autoritaires? La question rhétorique parfaite, celle à laquelle il n'existe aucune bonne réponse. Lecornu laissa ces mots planer dans l'air lourd, pesant, dévastateur. Netanyahou avait blêmi, alors il enfonça le couteau. Mais ce qui est vraiment impardonnable, et j'assume totalement ce que je vais dire, c'est l'instrumentalisation de la Shoah. 6 millions de morts. 6 millions. Et vous transformez leur tragédie en bouclier diplomatique. Les survivants que j'ai rencontrés avaient un seul message, plus jamais pour tout le monde. Pas une carte à jouer, pas un permis de tuer. Silence, choc. Personne ne dit ça en face d'un premier ministre israélien. Mais Lecornu n'avait pas terminé. Il continua chirurgical, précis, implacable. Vous nous donnez des leçons de démocratie. Sérieusement, votre gouvernement, il compte Ben Gvir, condamné pour incitation au racisme, avec un portrait de Baruch Goldstein accroché dans son salon. Goldstein, le massacreur d'Hébron, et Smotrich, votre ministre des Finances, Carles, qui réclame publiquement l'effacement d'une ville palestinienne entière. C'est ça votre démocratie. Netanyahou essayait de reprendre la parole, mais Lecornu l'avait déjà anticipé. Pas question de lui laisser le moindre espace. Et vous voulez parler de collaboration française? Très bien, alors parlons aussi de la collaboration sioniste. Voilà, le coup est parti. L'accord de Havara 1933, un deal entre les nazis et l'organisation sioniste mondiale qui permettait le transfert de capitaux juifs vers la Palestine, en échange de la rupture du boycott anti-allemand. Traduction, vous aussi, vous avez négocié avec Hitler quand ça vous arrangeait. L'assistance était pétrifiée. Pas d'applaudissements, pas de murmures, juste un silence de plomb. Parce que tout le monde venait de comprendre ce qui se passait, Netanyahou s'était fait retourner son propre argument comme un gant. Mais Lecornu ne s'arrête pas là. Le plus révélateur, monsieur le Premier ministre, votre réaction aujourd'hui. Face à des critiques documentées, factuelles, ancrées dans le droit international, qu'est-ce qu'il répond? Des attaques personnelles, du chantage émotionnel, pas un seul chiffre contesté, pas une seule accusation précise réfutée. Pourquoi Lecornu pose la question lui-même? Parce que vous ne le pouvez pas. Et là, il avance vers le pupitre, calme, maîtrisé, dominant totalement l'échange. La France condamne le terrorisme d'où qu'il vienne, mais elle condamne aussi les crimes de guerre, les violations du droit international et l'occupation illégale de territoires. Fin de séquence. Lecornu n'était pas là pour négocier, il était là pour mettre les choses à plat. Notre position, elle est cohérente, on défend le droit international. La vôtre, vous le violez méthodiquement et dès qu'on vous le signale, vous sortez la carte de l'antisémitisme. Derrière Netanyahou, les conseillers commençaient à s'agiter. Ils sentaient ce qui arrivait. Mais Lecornu, lui, n'avait pas encore sorti le couteau. Parlons-en de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est haïr quelqu'un parce qu'il est juif. Critiquer la politique d'un gouvernement même israélien, c'est pas de la haine. C'est de la démocratie. Et contrairement à vous, la France est parfaitement capable de distinguer le peuple juif de votre gouvernement d'extrême droite. Silence dans la salle. Et là, le coup final, le genre de phrase qu'on n'oublie pas. Ah, vous savez quelle est la vraie différence entre nous, monsieur Netanyahou? Quand la France a failli et elle a failli, elle l'a reconnu. Elle s'est repentie, elle a changé. Vous persistez
Et vous utilisez l'histoire non pas pour apprendre, mais pour vous justifier. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui vous êtes seul, même parmi vos propres alliés. L'Assemblée n'en revenait pas, jamais pas une seule fois. Un dirigeant occidental n'avait infligé ça à Netanyahou en public. Et là, le cornu ferme le dossier, littéralement. Il lâche cette phrase qui va résonner pendant des semaines. La France continuera à soutenir le droit d'Israël à exister en sécurité, mais elle continuera aussi à condamner vos violations du droit international et elle ne se laissera plus jamais intimider par vos accusations d'antisémitisme. Fini, terminé. L'arme du chantage émotionnel. Rendu obsolète en 30 secondes. Il regagne sa place. Silence de cathédrale dans la salle. Et Netanyahou, cet homme qui a survécu à des décennies de politique de guerre, de scandale, Netanyahou est sans voix. Il essaie. Quelques mots sur la trahison française, les nouveaux antisémites, mais ça sonne faux, ça sonne creux. Après ce qu'on vient de voir, ces mots n'ont plus aucun poids. Dehors, pendant ce temps, les réseaux s'embrasent. Les extraits partent en quelques minutes. Le hashtag « Les cornus », tendance mondiale 48 heures non-stop. Les gens hurlent, pour ou contre, mais tout le monde en parle. C'est ça un moment historique quand même, ceux qui s'y opposent ne peuvent pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Pendant que Washington s'enflammait, le monde arabe lui exultait. Du Maroc jusqu'à l'Irak, les gens descendaient dans les rues, pas pour protester, mais pour célébrer. Le président de l'autorité palestinienne lâchait une phrase qui allait faire le tour des médias. La France venait de retrouver l'honneur de Gaulle. L'Égypte, la Jordanie, des pays qui ne s'enflamment pas facilement, saluaient publiquement ce qu'ils appelaient le courage français. En Europe, c'était plus compliqué. L'Allemagne et l'Italie comprenaient. L'Espagne et la Belgique soutenaient franchement. Mais les Pays-Bas et la République tchèque, eux, trouvaient le discours trop dur, trop brutal. Et puis il y avait les États-Unis. Et là, c'était autre chose. Le Congrès votait une résolution, l'AIPAC lançait une campagne de boycott des produits français. Le mot « inacceptable » revenait en boucle dans les couloirs du pouvoir à Washington. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant dans la rue américaine chez les jeunes surtout, le cornu trouvait un écho, un vrai. Parfois, les discours qui font scandale en haut résonnent différemment en bas. Alors là, on va parler des réactions. Et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. En Israël d'abord, parce que forcément, tout le monde attendait de voir comment le pays allait réagir. Et sans surprise, la droite israélienne a sorti les grands mots « trahison, nouvel antisémitisme », tout le package habituel. Et c'est là où c'est fascinant, une partie de la gauche israélienne, elle a dit « Enfin, l'Europe se réveille. » Et ce ne sont pas des anonymes qui ont parlé, on parle d'Amos Oz, d'Abraham Yehoshua, des voix qui comptent, qui ont soutenu publiquement les propos de Lécornu. Ça ne s'invente pas. Mais la vraie explosion, elle s'est passée en France. 73%. 73% des Français approuvèrent leur Premier ministre. Dans un pays où l'opinion publique est divisée sur absolument tout ce chiffre-là, c'est un tsunami politique. Et Macron, qui au départ traînait les pieds, qui était réticent, comme on dit prudemment, a dû s'aligner. La pression populaire a parlé plus fort que ses calculs diplomatiques. Et les médias unanimes, ce qui en France relève presque du miracle. Le Figaro a titré « Lécornu a rendu sa fierté à la diplomatie française ». Libération a écrit « Enfin un dirigeant qui ne se couche pas ». Deux journaux qui d'habitude ne sont pas d'accord sur la météo et la même tonalité, même soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, la France avait retrouvé une voix forte, indépendante, sur la scène internationale. Et ça, mes amis, ça change tout. Lécornu n'avait pas cherché l'affrontement. Et pourtant, c'est lui qui en sortait grandi. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident et Netanyahou s'accrochait encore à l'idée que les dégâts pouvaient être limités. Il avait tort. Pour la première fois en carrière, ses tactiques d'intimidation n'avaient pas seulement échoué, elles s'étaient retournées contre lui spectaculairement devant le monde entier. Ce qui suivit dépassa toutes les prévisions. Galvanisée par le courage français, l'Union européenne franchit un cap que personne n'osait imaginer. Quelques mois plus tôt, des sanctions ciblées furent adoptées contre les dirigeants de colonies israéliennes. Plusieurs capitales rappelèrent leurs ambassadeurs. La complaisance qui avait duré des décennies venait d'être enterrée définitivement sans cérémonie.
Du côté israélien, la facture politique était lourde. Affaibli, isolé, Netanyahou dut affronter quelque chose de rare pour lui, la contestation interne. Des ministres de sa propre coalition lui reprochèrent ouvertement d'avoir provoqué la France, sans raison d'avoir fragilisé des relations européennes que personne ne pourrait reconstruire facilement. Et Le Cornu, lui, en quelques jours, il était devenu autre chose. Plus un ministre parmi d'autres, une référence. Les grandes universités américaines se l'arrachaient, les médias du monde entier voulaient l'entendre. Il incarnait malgré lui peut-être ce leadership européen que beaucoup appelaient de leur vœu depuis des années sans jamais croire qu'il viendrait vraiment. Il était venu. Au Caire, 6 mois après ce discours retentissant, c'est en véritable chef d'État que Le Cornu fut reçu. Le président égyptien n'y alla pas par 4 chemins. La France, dit-il, avait renoué avec son rôle historique au Moyen-Orient. À Ramallah, des milliers de Palestiniens dans les rues et un seul cri qui revenait en boucle « Vive la France !» Mais si je devais retenir une seule réaction, une seule, ce serait celle-là. Un ancien négociateur israélien proche de la gauche lâche cette phrase au New York Times et franchement, elle m'a scotché. Le Cornu nous a rendu service. Il nous a rappelé que notre impunité diplomatique touchait à sa fin. Peut-être que maintenant, nous allons enfin être obligés de changer. 4 minutes, 4 petites minutes à la tribune de l'ONU. Et pourtant, ce n'était pas juste un incident diplomatique de plus. Non, c'était la fin d'un tabou vieux de plusieurs décennies. Et le début, peut-être, d'une ère nouvelle dans les relations internationales au Moyen-Orient. On entre dans une époque nouvelle, une époque où les violations du droit international ne pourront plus se cacher derrière la même vieille excuse « Regardez ce qu'on nous a fait dans le passé ». Fini le chantage émotionnel comme bouclier contre toute critique légitime. L'histoire, elle n'oublie pas. Elle retiendra qu'en ce jour précis, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme de 39 ans, Premier ministre de France, a eu le culot de dire tout haut ce que la communauté internationale murmurait tout bas depuis des années. Et par ce seul acte de courage, il a fait basculer quelque chose dans la diplomatie mondiale. Parce que c'est ça la vérité, il suffit parfois d'un seul homme debout pour que tous les autres n'aient plus d'excuses pour rester assis. Mais attention parce que l'histoire, elle ne s'arrête jamais là où on croit. Derrière ce moment spectaculaire, il y avait une mécanique que presque personne ne connaissait. Des semaines en amont, Le Cornu avait mis en place quelque chose de discret, de précis, de redoutable. Des réunions secrètes dans les sous-sols même de Matignon avec une équipe d'experts triés sur le volet. Pas des conseillers lambda, non. Des gens qui savent. Le premier à être appelé Denis Beauchard, ancien ambassadeur de France en Syrie, une véritable légende vivante de la diplomatie française au Moyen-Orient. Et lors de leur première rencontre, Beauchard avait posé les choses clairement. « Monsieur le Premier ministre, si vous voulez affronter Netanyahou, il faut connaître ses failles. Et sa plus grande faiblesse, il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis, des faits vérifiables. Des nuits entières à mémoriser, des centaines de données. Des chiffres gravés dans la mémoire comme des armes. Voilà ce qu'avait fait Le Cornu, pas en improvisant, mais en préparant quelque chose de chirurgical. Bertrand Badi, le grand politologue de Sciences Po, avait posé le cadre dès le départ. Netanyahou joue sur l'émotionnel. La culpabilité historique, c'est son arme favorite, mais rester sur le droit international, et là, il n'a plus rien. Un diagnostic brutal et juste. Marie-Françoise Bechtel, juriste de réputation internationale, avait enfoncé le clou. Chaque accusation documentée, chaque chiffre vérifié, 0 faille. Pas de sentiment, pas d'improvisation, de la rigueur absolue. Et puis discret, presque secret, le professeur William Chabas avait fait le voyage jusqu'à Paris, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. On ne fait pas venir ce niveau-là pour rien. C'était pour bétonner l'argumentation juridique, pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune sortie possible. Résolution de l'ONU violée par Israël, statistiques précises des victimes civiles, détails de chaque accord bafoué. Le Cornu les connaissait par cœur, tous. Cette cellule de crise n'existait pas officiellement, mais elle avait tout changé. Rien n'avait été laissé au hasard. Le Cornu était arrivé blindé, chaque argument de Netanyahou avait été anticipé, démonté, retourné, avant même d'être prononcé. Il sort la Shoah, tu balances l'accord de Ha'avara. Il parle terrorisme, tu cites les chiffres onusiens.
Il joue la carte de l'antisémitisme, tu sépares judaïsme et sionisme, point barre. Bochart avait fait du bon travail. Chaque réplique pesée, chaque effet calculé au gramme près. Et ce qui a vraiment scotché les observateurs internationaux, ce n'était pas la technique, c'était le calme. Parce que Netanyahou, lui, il avait sorti l'artillerie lourde. Les attaques sur la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est du calibre maximal, c'est conçu pour blesser, pour déstabiliser, pour forcer l'adversaire à reculer, à s'excuser, à perdre pied. L'écornu pas une ride, olympien, chirurgical. Chaque offensive transformée en contre-attaque documentée, précise, imparable. Personne ne s'attendait à ce que ça aille aussi loin. Et pourtant, ce que l'équipe de L'écornu avait espéré, la réalité l'a largement dépassé. Dans les couloirs feutrés des chancelleries du monde entier, une expression circulait discrètement, le « moment L'écornu ». Pas un slogan, une reconnaissance. Celle d'un homme capable de dire non sous pression sans jamais se laisser emporter par l'émotion. À Washington, bien sûr, les critiques officielles ont fusé, c'était attendu, c'était joué d'avance. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Des diplomates américains en off exprimaient quelque chose qu'on n'entend pas souvent dans ces milieux de l'admiration. Un haut fonctionnaire du département d'État sous couvert d'anonymat a lâché cette phrase qui résume tout. Il a fait ce qu'aucun de nous n'ose faire. Voilà, c'est dit. Du côté de l'Allemagne, pays pour lequel les questions liées à l'Holocauste ne sont jamais anodines, jamais abstraites, la réaction fut plus mesurée, plus prudente. Mais Angela Merkel, elle qui pèse chaque mot depuis des décennies, a tout de même pris la parole pour dire que la France avait le droit d'exprimer ses positions dans le respect du droit international. Pour qui connaît Merkel, c'est loin d'être anodin. C'est à peine voiler un soutien. Et puis il y a la réaction que personne n'avait vraiment anticipée. Celle qui a tout changé dans le récit. Au sein de la communauté juive mondiale, là où on attendait une hostilité quasi unanime, là où certains la souhaitaient, une partie significative de la diaspora a répondu autrement, avec de la compréhension, parfois même avec du soutien. Ce n'était pas ce que le premier ministre israélien avait prévu. Et ça change tout. Écoutez ce qui se passe là, c'est historique et je pèse mes mots. Bernard-Henri Lévy, l'une des voix les plus influentes de l'intelligentsia juive française, a pris la plume dans Le Point pour dire quelque chose de fort. La distinction entre antisémitisme et antisionisme, L'écornu l'a faite. Nette, claire, et c'est précisément ce que Netanyahou refuse de faire, non pas par conviction, mais par calcul politique pur. Mais attendez, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Des intellectuels israéliens eux-mêmes, pas des ennemis d'Israël, des gens qui ont consacré leur vie à ce pays, ont pris la défense de L'écornu publiquement. Amos Oz. Prix international de la paix a été direct, Netanyahou cherchait la confrontation. Il l'a trouvé, point. Et Zeev Sternel, historien israélien de réputation mondiale, est allé encore plus loin et franchement, cette phrase mérite qu'on s'y arrête. L'écornu a dit des vérités que beaucoup d'Israéliens pensent, mais n'osent pas dire. Vous réalisez ce que ça signifie? La fracture n'est pas entre la France et Israël. Elle est à l'intérieur même de la société israélienne. Et ça, pour Netanyahou, c'est bien plus dangereux que n'importe quelle déclaration diplomatique. Et là, pour la toute première fois depuis des années, j'insiste, des années, la carte de l'antisémitisme n'a tout simplement pas pris. Pire encore, elle s'est retournée contre son propre porteur, le faisant passer pour ce qu'il était vraiment manipulateur, déconnecté hors sol. Mais attendez, parce que les conséquences, elles ne se sont pas arrêtées là. Ce choc, cette confrontation, elle a tout changé sur l'échiquier géopolitique et de manière durable. L'Union européenne, cette institution qu'on accuse souvent d'être lente, divisée, inefficace, elle s'est réveillée. En décembre 2025, elle adopte un train de sanctions contre les colonies israéliennes. Et le détail qui tue, pour la première fois de son histoire, l'UE parle d'une seule et même voix sur le conflit israélo-palestinien. Une seule voix. Vous réalisez ce que ça représente? L'Allemagne, traditionnellement la plus réticente, celle qui dit toujours non, celle qui freine, ne s'est pas opposée aux mesures portées par Paris. C'est historique. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la France obtient un soutien qu'absolument personne n'avait anticipé pour une résolution condamnant l'expansion des colonies. Et le clou du spectacle, les États-Unis, les alliés historiques d'Israël, ceux qui dégainaient le veto comme un réflexe, ils se sont abstenus.
Abstention américaine, laissez ça infuser. Personne n'aurait osé parier là-dessus 6 mois plus tôt, et pourtant. Cette abstention américaine, elle a tout changé. D'un coup, le paysage diplomatique au Moyen-Orient ne ressemblait plus à rien de ce qu'on avait connu depuis des décennies. Dans le monde arabe, l'effet a été, disons le mot, spectaculaire. Notre ministre est devenu, presque du jour au lendemain, le symbole d'un Occident qui se réveille enfin sur la question palestinienne. Au Caire, en janvier 2026, il est reçu comme un chef d'État. Sisi lui-même prend la parole publiquement pour dire que la France a retrouvé sa voie historique au Moyen-Orient. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. À Ramallah, Abbas organise une réception exceptionnelle et qualifie les Cornous de véritables amis du peuple palestinien. Des mots forts, des mots qui pèsent. Mais ce qui m'a personnellement le plus frappé, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'impact sur la jeunesse européenne. De Heidelberg à Cambridge, de la Sorbonne à Bologne, les étudiants organisent des conférences entières autour de ce qu'ils appellent désormais l'effet Le Cornu, la politique étrangère française qui inspire les campus universitaires européens. Franchement, qui l'aurait cru, 50 millions de personnes. 50 millions. C'est le nombre de spectateurs qui ont regardé ce documentaire Netflix 4 minutes, qui ont changé le monde pour voir encore une fois ce moment où l'écornu a planté son regard dans celui de Netanyahou et n'a pas scié. Pas une seule fois. Parce que voilà ce qui s'est passé, l'Europe avait enfin un visage. Pas un communiqué. Pas une résolution floue votée à 3 heures du matin à Bruxelles. Un homme. Un premier ministre qui a osé dire non, sans s'excuser, sans regarder ses notes, sans appeler son attaché de presse pour valider la formulation. Et pendant ce temps, de l'autre côté, les conseillers de Netanyahou tournaient en rond, jour et nuit, nuit et jour, à essayer de rebaptiser leur propre humiliation. Ils appelaient ça le désastre de New York en interne. En interne parce qu'ils ne pouvaient même pas prononcer ces mots en public sans que ça empire. Chaque tentative de relancer la polémique écrasée. Chaque sortie médiatique, elle ne faisait que rappeler au monde entier qu'il y avait eu un avant et un après New York et que Netanyahou était désormais dans la colonne après, dépassé, essoufflé, visible. C'est ça le vrai pouvoir d'un moment comme celui-là, il n'a pas besoin d'être répété. Il suffit d'avoir existé. Même la presse israélienne n'a pas épargné son propre gouvernement. Haaretz a lâché un titre qui fait mal Netanyahou humilié par sa propre arrogance. Et Yediot Ahronot, pourtant pas franchement hostile au Premier ministre, a parlé d'un échec diplomatique majeur qui affaiblit Israël. Quand tes propres médias te descendent, t'as un problème. À l'intérieur même de la coalition, ça commençait à craquer. Benny Gantz, le centriste, a sorti la phrase qui résume tout. Netanyahou a isolé Israël par ses provocations inutiles. Et le pire, des voix au sein du Likoud lui-même, son propre parti, ont commencé à remettre en cause sa stratégie diplomatique. C'est là que tu sais que le sol tremble sous tes pieds. En France, c'est l'effet inverse. Macron, qui jouait la prudence au départ, a été rattrapé par la réalité des chiffres. 78% des Français derrière leur Premier ministre sur un sujet de politique étrangère. 78%. C'est pas un sondage, c'est un plébiscite. Il n'avait plus le choix, il a dû apporter son soutien public. Et l'opposition française, toute tendance confondue, a fait pareil. Quand t'es à 78%, même tes ennemis politiques applaudissent. Chose rare, presque historique, le spectre politique français, dans toute sa diversité fracturée, a convergé vers une seule et même voie. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, des gens qui ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et pourtant, tous les trois ont salué Le Cornu. Tous les trois ont dit à leur manière, enfin, c'est ce consensus-là qui a tout changé. Parce qu'à l'international, quand vous voyez la France parler d'une seule voix gauche, droite, centre confondue, vous comprenez que ce n'est plus une posture politique, c'est une position d'État. Et ça pèse. L'Allemagne a suivi, l'Italie a suivi. En quelques semaines, Paris n'était plus un cas isolé, c'était le centre de gravité d'un front européen uni face aux pressions combinées de Tel Aviv et de Washington. Puis vint le G7 en Italie 6 mois plus tard. Le Cornu, celui qu'on avait tenté d'isoler, était devenu incontournable. Et Biden, oui, Biden lui-même, celui qui avait d'abord critiqué,
a fini par admettre que la France avait le droit de défendre sa vision du droit international. Ce n'était pas un compliment. C'était une capitulation diplomatique silencieuse. Et ce jour-là, quelque chose a basculé dans les relations transatlantiques, définitivement. Et franchement, les gars, l'effet l'écornu, il ne s'est pas arrêté au Moyen-Orient. Non, 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 il a débordé. Il a contaminé toute l'Europe. Le Premier ministre espagnol, il a durci le ton avec le Maroc sur le Sahara occidental. Le chancelier autrichien, il a balancé une critique frontale à la Turquie sur les droits de l'homme en public sans trembler. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que l'Europe avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, sa colonne vertébrale. Cette nouvelle assertivité européenne, elle n'a pas du tout plu à Washington. Le département d'État s'est mis à multiplier les consultations dans toutes les capitales pour colmater les brèches pour maintenir ce qu'ils appellent l'unité occidentale. Sauf que, trop tard, le mal était fait. L'Europe venait de découvrir qu'elle pouvait dire non aux États-Unis et que le monde ne s'effondrait pas pour autant. Et le clou du spectacle, l'Assemblée générale de l'ONU de 2026, un an après la confrontation. Netanyahou et l'écornu dans la même salle, et devinez qui évitait soigneusement qui. Les journalistes présents l'ont tous remarqué, Netanyahou semblait diminuer. L'écornu lui était désormais considéré comme l'une des voix les plus influentes de toute la diplomatie mondiale. Le rapport de force avait changé, définitivement. 4 minutes, seulement 4 minutes à la tribune des Nations Unies, et l'histoire a basculé. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la rhétorique creuse. C'est ce qui s'est passé. L'écornu n'est pas monté à cette tribune pour faire bonne figure, pour cocher une case diplomatique, pour ménager des alliances, ou pour éviter de froisser qui que ce soit. Il y était monté pour dire la vérité. Et cette vérité-là, elle a fait l'effet d'une bombe. Le Washington Post, pas Libération, pas Le Monde. Le Washington Post a écrit dans un éditorial remarqué qu'en 4 minutes, un jeune premier ministre français avait accompli ce que des décennies entières de diplomatie n'avaient jamais réussi à faire briser l'omerta occidentale sur les violations israéliennes du droit international. Relisez cette phrase. Laissez-la infuser. Des décennies de diplomatie. Des sommets, des résolutions, des discours, des communiqués. Et c'est un homme avec une préparation solide et une conviction intacte qui a fait ce que tous ces appareils d'État réunis n'avaient pas osé faire. Ce moment, c'est bien plus que le conflit israélo-palestinien. C'est l'acte de naissance d'une Europe différente, plus indépendante, plus assertive, moins vassalisée. Une Europe qui reprend sa voix, qui arrête de sous-traiter sa pensée à Washington, le David français face au Goliath israélien, pas avec des armes, pas avec des sanctions, avec la vérité. Juste la vérité, et ça, personne ne peut l'effacer. Mais ce triomphe diplomatique éclatant n'était que la face visible de l'iceberg. Pendant des mois, dans le plus grand secret, une machinerie invisible s'était mise en marche et seule une poignée d'initiés en connaissait l'existence. Tout avait commencé bien avant les couloirs de l'ONU. Un soir de septembre froid et silencieux, alors que Paris sombrait dans la nuit, une lumière restait allumée dans le bureau feutré de Matignon. Là, penché sur sa table, le Premier ministre français parcourait page après page un dossier confidentiel de 400 pages. Son titre, Stratégie rhétorique et faiblesse argumentative de Benjamin Netanyahou, analyse complète. Ce n'était pas un document ordinaire. Des semaines de travail acharné. Une équipe d'experts triés sur le volet, et un objectif unique décortiqué méthodiquement, presque chirurgicalement, chaque discours, chaque intervention, chaque tactique du Premier ministre israélien depuis son accession au pouvoir. Pattern de manipulation émotionnelle, utilisation systématique de la culpabilité historique, technique de retournement d'accusation, mécanisme de victimisation instrumentalisé, tout y était. Absolument tout. Tout avait été passé au crible répertorié, analysé, déconstruit pièce par pièce. C'est Denis Beauchard qui avait piloté ce travail titanesque, ancien ambassadeur de France en Syrie, véritable monument vivant de la diplomatie française au Moyen-Orient. 78 ans, des cheveux blancs, un regard qui ne lâche rien, une carrière entière consacrée à déchiffrer cette région que d'autres se contentent de mal comprendre.
Lors de leur première rencontre secrète avec Lecornu, il avait posé les choses clairement. Monsieur le Premier ministre Netanyahou est un manipulateur redoutable, ne vous y trompez pas. Mais il a des failles béantes, sa vraie faiblesse. Il ne supporte pas qu'on lui oppose des faits précis vérifiables, des chiffres qu'il ne peut pas contester, qu'il ne peut pas tordre. Toute sa rhétorique, l'édifice entier s'effondre dès l'instant où vous restez sur le terrain factuel. L'équipe que Lecornu avait constituée autour de lui impressionnante, par sa compétence, par sa diversité. 2 pointures, 2 expertises complémentaires, et un message qui se rejoint sur un seul point, la rigueur est votre seule arme. Bertrand Badi Science. Pour Relations internationales des décennies de recul théorique, il pose le diagnostic avec une clarté chirurgicale. Netanyahou ne joue pas sur les faits, il joue sur vous, sur vos émotions, vos réflexes moraux, votre besoin instinctif de vous justifier. Il transforme chaque débat politique en procès moral, chaque critique factuelle en attaque personnelle. C'est sa mécanique, c'est son terrain favori. Mais voilà ce que Badi nous dit et c'est crucial, rester sur le droit international. Rigoureusement, froidement, sans jamais mordre à l'hameçon émotionnel, et là il perd pied complètement. Ensuite, Marie-Françoise Bechtel prend le relais, ancienne députée juriste de stature internationale. Elle n'y va pas par 4 chemins, chaque accusation doit être béton, pas solide, pas bien étayé, béton, chaque chiffre vérifié 3 fois, chaque référence juridique irréfutable, 0 faille, 0 approximation. Parce que la moindre imprécision, il la prend, il la retourne et il s'en sert contre vous. Ce n'est pas un débat académique, c'est une confrontation. Et dans ce type de confrontation, c'est la préparation qui gagne. Des semaines entières de préparation clandestine. Dans les sous-sols feutrés de Matignon, loin des caméras et des micros, une cellule d'experts travaillait dans l'ombre. Parmi eux, Leila Dakli, historienne chercheuse au CNRS, voix de référence absolue sur le monde arabe contemporain, avait amené quelque chose que les conseillers politiques ne possèdent pas, la mémoire longue de l'histoire. Elle avait tout épluché, les résolutions de l'ONU, les rapports d'ONG, les témoignages d'observateurs internationaux, page après page, source après source. Et c'est elle qui avait lancé l'avertissement le plus redoutable de toute la préparation. Il va utiliser la Shoah comme bouclier, c'est son réflexe pavlovien. Mais elle n'avait pas dit ça pour décourager. Elle avait dit ça pour armer. Retourner l'argument historique contre lui. Rappeler des épisodes qu'il préfère effacer de la mémoire collective, comme l'accord de Havara avec les nazis. Le secret était total. Personne ne savait. Et c'est exactement comme ça devait être. Chaque grand débat de Netanyahou avait été disséqué, ses réactions face aux contradicteurs passés au crible, ses points de rupture psychologique soigneusement cartographiés. Une vidéo apparaît à l'écran. Beauchard arrête l'image. Regardez ce moment précis où Obama le contredit publiquement sur les colonies. Il s'effondre, complètement. Quand on lui retourne ses propres contradictions dans la figure, il perd tous ses moyens. Mais l'analyse ne s'arrêtait pas là. Gilles Kepel, islamologue de renom, avait rejoint l'équipe et ce qu'il apportait, c'était une lecture froide chirurgicale de la mécanique politique de Netanyahou. Cet homme a bâti toute sa carrière sur un seul carburant, la peur. La peur des Israéliens face aux Arabes. La peur des Occidentaux face à l'antisémitisme. Une pause. Mais la peur, messieurs, la peur peut se retourner contre celui qui s'en sert. Ce qui frappait le plus, la minutie absolue de la préparation. Des centaines de chiffres Lecornu les portaient en lui comme une armure. 87 résolutions onusiennes bafouées par Israël. 5000 Palestiniens fauchés depuis 2008, dont 400 enfants, 400 gamins selon les propres données de l'ONU. 234 colonies illégales plantées en Cisjordanie comme autant de clous dans un cercueil. 48 000 maisons palestiniennes réduites en poussière, chaque donnée gravée, chaque source vérifiée, croisée, recroisée. Parce que lors de ces réunions qui s'étiraient jusqu'au cœur de la nuit, Lecornu martelait toujours la même chose. Ce ne peut pas être qu'un simple débat politique. Ce doit être un moment de vérité historique, quelque chose qui change la donne. Définitivement. Le défi colossal, l'ambition démesurée,
Mais l'équipe, elle ne tremblait pas parce qu'elle savait que le moment était enfin là. Le plan, il était simple, brutal, efficace. On laisse Netanyahou parler, on le laisse dérouler sa rhétorique habituelle, tomber tout seul dans ses propres pièges, et ensuite on l'écrase, méthodiquement, avec des faits irréfutables. Beauchar l'avait dit clairement, il va vous attaquer sur l'histoire, il va vous culpabiliser sur la Shoah, il va hurler à l'antisémitisme. Et la consigne, c'était quoi? Laissez-le faire. Parce que plus il en fait plus, la chute sera spectaculaire. Alors, l'écornu s'est préparé. Pas à moitié vraiment préparé. Des simulations, des répétitions. Ses propres conseillers qui jouaient le rôle de Netanyahou qui balançait, ses arguments les plus vicieux, ses attaques les plus personnelles sans retenue. Monsieur le Premier ministre, vous représentez un pays qui a livré ses Juifs aux nazis. La France collaborationniste ose donner des leçons à Israël. Et l'écornu, il répondait calmement, méthodiquement, sans jamais flancher. Simulation après simulation, il s'affûtait, il peaufinait, il devenait séance après séance une machine de guerre diplomatique. 3 jours, c'est tout ce qu'il restait avant New York. Et dans ces 3 jours, l'écornu n'a pas dormi tranquille, il a travaillé. Un coach en communication l'a accompagné sur chaque micro-détail, la gestuelle, la respiration, la diction. Parce que face aux caméras du monde entier, un sourcil mal placé, une hésitation d'une demi-seconde, et c'est terminé. Le message était clair, ton calme doit trancher avec son agressivité. Ta sérénité doit écraser sa colère. La grande salle des fêtes de Matignon transformée, reconvertie en réplique de l'Assemblée générale de l'ONU. Décor, disposition, lumière, tout y était. Dernière répétition générale. Et cette fois, c'est Beauchar lui-même qui endosse le rôle de Netanyahou. Pas un stagiaire, pas un assistant. Beauchar. Avec toute son expérience diplomatique, il reproduit les intonations, l'éthique, les tactiques du Premier ministre israélien et il attaque. Monsieur Lecornu, votre gouvernement soutient les terroristes du Hamas. La France antisémite reprend du service. Véhément, frontal, brutal. Lecornu répond froid comme de la glace. Monsieur l'ambassadeur, je note que vous préférez l'accusation personnelle au débat factuel. C'est révélateur de la faiblesse de votre position. Silence. Beauchar sourit. Parfait, vous êtes prêt. New York n'attendait pas, et dans cet avion présidentiel qui fendait l'Atlantique, Lecornu, lui ne dormait pas. Il relisait, il répétait, chaque argument, chaque formule, chaque tournure de phrase, tout devait être parfait. Son équipe tournait autour de lui comme des satellites nerveux affinant les détails jusqu'à la dernière seconde. Et Bechtel, impassible, lui avait glissé ce rappel qui sonnait presque comme un avertissement. Chaque mot que vous prononcerez sera scruté, analysé, instrumentalisé. La précision est votre force. À l'atterrissage, la ville était déjà en tension. Les journalistes venus des 4 coins du monde flairaient-ils quelque chose. Dans les couloirs de l'hôtel de la délégation française, ça crépitait de partout. Téléphones, murmures, échanges à voix basse entre correspondants diplomatiques qui compilaient leurs infos, leur analyse, leur intuition. De l'autre côté, Netanyahou lui était serein. Trop serein peut-être. Ses conseillers le décrivaient en pleine forme, souriant, même lui, qui parlait en privé de la prochaine remise à niveau du jeune Premier ministre français. Le plan israélien était déjà posé sur la table, frappé fort, dès le début, mobiliser le poids de la Shoah, noyer Lecornu sous la culpabilité historique. L'objectif, le mettre en défensive et l'y garder. Pendant des décennies, cette tactique avait marché à tous les coups. Chaque dirigeant européen y était passé l'un après l'autre sans exception. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Netanyahou ne le savait pas encore, mais il ne se trouvait plus face à un interlocuteur ordinaire. En face de lui, un homme qui avait fait ses devoirs, qui avait disséqué ses méthodes une à une, qui avait anticipé chaque coup avant même qu'il soit joué, qui avait préparé ses réponses avec une précision chirurgicale. Et surtout, un homme qui n'avait pas peur de dire la vérité même quand cette vérité-là brûlait. Ce matin-là, Lecornu s'était levé avant l'aube. Dans sa suite du Plaza Hotel seul face à lui-même, il avait relu une dernière fois le résumé de sa stratégie. 3 axes clairs comme de l'eau de roche, rester calme, quoi qu'il arrive, opposer les faits aux émotions, et retourner chaque accusation avec des preuves irréfutables. Pas de colère,
pas d'improvisation, juste la méthode. À cette heure précise, il avait décroché son téléphone pour appeler Paris. « Sébastien, je vous fais confiance », lui avait dit le président. Puis après un silence, « Mais attention aux conséquences. Ce que vous allez dire aujourd'hui peut changer beaucoup de choses. » Le cornu n'avait pas hésité une seule seconde. C'est exactement le but, monsieur le président. En arrivant aux Nations Unies, il avait immédiatement senti la tension dans l'air épaisse, presque palpable. Les caméras crépitaient, les délégués se jaugeaient du regard et dans les couloirs feutrés de l'ONU, les diplomates échangeaient des murmures à peine audibles. La grande salle de l'Assemblée générale n'était plus une simple tribune, c'était une arène. Tout le monde le sentait dans ses tripes, ce jour-là, l'histoire allait s'écrire en direct. L'écornu, lui, était prêt. Quand Netanyahou avait commencé à parler, le ministre français n'avait pas bougé d'un centimètre, mais son cerveau tournait à plein régime. Case après case, argument après argument, il cochait mentalement. La culpabilisation sur la Shoah cochée, l'accusation d'antisémitisme brandie comme un bouclier coché, l'attaque sur la collaboration française, ce vieil outil rhétorique sorti des placards cochés. Il suit le script à la lettre, pas une surprise, pas une déviation. Netanyahou venait de marcher les yeux grands ouverts dans chacun des pièges que l'équipe française avait posés avec soin. Et alors silence. Ce silence lourd, presque insupportable, qui précède les moments qui comptent vraiment. Puis l'écornu s'est levé, et ces 4 minutes allaient changer l'histoire. Ce n'était pas un homme qui improvisait. Le cornu s'était levé, calme, posé, habité par cette sérénité froide de celui qui a répété chaque mot 100 fois dans sa tête. Des mois de préparation, des centaines d'heures de travail acharné, une stratégie taillée au millimètre, tout ça condensé dans ce moment précis. En face, Netanyahou souriait encore. Il croyait avoir déjà gagné. Erreur fatale. Car au moment même où il affichait cette confiance tranquille, le mécanisme se mettait en marche silencieusement, inexorablement. Quand l'écornu a commencé à égrener les résolutions de l'ONU une par une méthodiquement, quelque chose a changé dans le regard du Premier ministre israélien. Ce n'était plus de l'assurance, c'était de la reconnaissance amère de quelqu'un qui comprend trop tard qu'il vient de tomber dans un piège. Trop tard, justement. Rien ne pouvait plus arrêter ça. Chaque tentative d'interruption, chaque protestation ne faisait qu'aggraver les choses, renforçant aux yeux du monde entier l'image d'un homme dépassé par les événements. Ce que l'écornu avait accompli là, c'était bien plus qu'un discours, c'était une démonstration de ce que peut faire l'intelligence collective quand elle se met vraiment au service d'une cause juste. Personne n'avait vraiment anticipé l'ampleur de ce qui allait suivre, pas même les plus confiants au sein de la délégation tricolore. En quelques heures à peine, tout avait basculé, les extraits circulaient partout. Les hashtags explosaient, l'écornu contre Netanyahou, Truth to Netanyahou, des millions de gens retweetaient, commentaient, se disputaient dans les commentaires avec une ferveur qu'on voyait rarement pour ce genre de sujet. Franchement, si vous aviez rafraîchi votre fil d'actu ce soir-là, vous compreniez immédiatement que quelque chose de fondamental venait de se passer. Dans les rédactions, c'était le chaos, le bon genre de chaos. Journalistes debout à 3 heures du matin, éditorialistes qui réécrivent leurs papiers en urgence. Le New York Times, un moment historique. The Guardian, la France brise le tabou. La Repubblica, eux, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure Netanyahou à genoux. Mais là où l'onde de choc fut vraiment phénoménale, c'est dans le monde arabe. Du Maroc à l'Irak, de l'Égypte au Liban. Pour des millions de personnes, c'était la première fois qu'elles voyaient un dirigeant occidental tenir tête à Israël sans trembler, sans se rétracter, sans s'excuser le lendemain matin. Al Jazeera a diffusé le discours en boucle pendant 48 heures. 48 heures, dans les cafés de Casablanca du Caire à Beyrouth, il n'y avait plus qu'un seul sujet, le miracle français. Alors les réactions. Elles ont été à la mesure de ce moment historique. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré que la France venait de retrouver l'esprit du général de Gaulle. Rien que ça. Le roi Abdallah II de Jordanie a salué le courage français. Et même l'Arabie saoudite, vous savez, celle qui pèse chaque mot avant de l'ouvrir la bouche même, elle a exprimé sa satisfaction. Voilà l'ampleur de ce qui vient de se passer. En Europe, l'effet domino a été saisissant. L'Espagne, soutien total immédiat. L'Italie, elle a suivi dans la foulée.
Et puis, il y a eu le moment le plus symbolique de tout l'Allemagne. Ce pays qui, à cause de son histoire, marche toujours sur des œufs sur ce genre de sujet. Eh bien, Angela Merkel elle-même a pris la parole pour dire que tous les pays avaient le droit d'exprimer leur position dans le respect du droit international. Diplomatiquement formulé, oui, mais tout le monde a compris le message. Au niveau de l'Union européenne, c'est là que ça devient vraiment fou. Pour la première fois depuis des décennies, les 27 ont trouvé un terrain d'entente sur le conflit israélo-palestinien. En décembre 2025, l'UE a adopté à l'unanimité un train de sanctions contre les colonies israéliennes, un vote historique, la fin d'une paralysie qui durait depuis trop longtemps. Aux États-Unis, en revanche, c'était plus complexe. Officiellement, le Congrès a voté une résolution pour condamner les propos du Premier ministre français. Mais dans l'opinion publique américaine, les avis étaient bien plus partagés qu'on aurait pu le croire. 38% des Américains. C'est le chiffre que Gallup a sorti et croyez-moi, pour une critique adressée à l'allié israélien, c'est absolument colossal. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est ce qui se passait en coulisses, au cœur même de l'administration Biden. Des voix discrètes, prudentes, mais réelles commençaient à remettre en question toute la politique américaine au Moyen-Orient. Jake Sullivan, lui-même le conseiller à la sécurité nationale, a reconnu officieusement que la France avait soulevé des questions légitimes sur l'application du droit international. Une fissure, microscopique certes, mais hautement symbolique dans ce soutien américain à Israël qui semblait jusqu'ici inébranlable. Et en Israël, l'onde de choc fut brutale. Pour la première fois depuis des années, Netanyahou se retrouvait dos au mur face à une critique interne massive. L'opposition ne lui a pas fait de cadeau, il avait isolé Israël, provoqué la France, sans raison valable et joué avec le feu diplomatique. Yair Lapid, le chef de l'opposition centriste, a été cinglant. Netanyahou avait infligé des dégâts diplomatiques majeurs par pure arrogance. Au cœur même du Likoud, le fief de Netanyahou, la grogne commençait à monter. Des voix dissidentes, d'abord murmurées dans les couloirs, puis de plus en plus audibles, des députés qui en privé ne cachaient plus leur malaise face à cette stratégie de confrontation frontale avec l'Europe, et puis Gideon Sa'ar, ancien ministre pas n'importe qui franchit le Rubicon en déclarant publiquement que Netanyahou devait assumer ses responsabilités dans ce désastre diplomatique. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la presse. La presse israélienne, habituellement si douce, si arrangeante avec Bibi qui se réveille brutalement. Haaretz lâche un titre dévastateur. L'arrogance de Netanyahou humilie Israël. Yediot Aharonot enfonce le clou, un échec diplomatique qui affaiblit notre position internationale. Et même le Jérusalem Post conservateur pro-establishment qui se permet de poser la question « Netanyahou a-t-il perdu le sens des réalités ?» Quand même les tiens te lâchent, c'est que la situation est grave, très grave. Les sondages ne mentent pas moins 8 points en une semaine. Une semaine. Et dans sa propre coalition des ministres qui commencent à regarder ailleurs, à prendre leur distance, à se préparer peut-être à l'après. Pendant ce temps, côté israélien, Benny Gantz, chef de l'opposition centriste, montait au créneau pour exiger un virage à 180 degrés dans la diplomatie de l'État hébreu. Et franchement, l'histoire lui donna raison plus vite qu'il ne le pensait. Parce que 6 mois après, quand Lecornu débarqua au Caire pour sa visite officielle, ce n'était pas une simple poignée de main protocolaire. Non, Sisi lui déroula le tapis rouge comme si la France venait de remporter la Coupe du Monde de la diplomatie. Une cérémonie d'État exceptionnelle, un discours présidentiel affirmant que la France avait enfin retrouvé sa vocation historique au Moyen-Orient, et dans les rues des milliers d'Égyptiens qui brandissaient le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore. Au Caire, vous réalisez ce que ça représente ? Mais le vrai moment, celui qui restera dans les livres d'histoire, c'était Ramallah. Abbas n'organisa pas un simple accueil diplomatique. Il organisa une parade en l'honneur d'un premier ministre français, des dizaines de milliers de Palestiniens dans les rues, scandant « Vive la France », sur son passage le qualifiant de libérateur de la parole palestinienne. Et je vais vous dire un truc, ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Aucun leader occidental n'avait reçu un tel accueil dans les territoires palestiniens. Aucun. C'est une rupture historique totale. Mais ce qui frappe encore plus, c'est l'onde de choc culturel que tout ça a provoqué. Netflix a sorti un documentaire
4 minutes qui ont changé le monde. Minute par minute, seconde par seconde, ils ont décortiqué cette confrontation historique. Le film, signé Raymond Depardon, rien que ça. 80 millions de spectateurs dans le monde. 80 millions. Le genre de chiffre qui te coupe le souffle. Et là, dans les facs Harvard, Oxford, la Sorbonne, on ne parle plus de diplomatie en général. On parle de lui, de sa technique, de sa préparation, de sa stratégie. Les étudiants en relations internationales ont un nouveau cas d'école. Ils appellent que ça l'effet Lecornu. Des cours entiers dédiés à analyser ces 4 minutes, parce que visiblement, en 4 minutes, on peut ancrer une image pour des décennies. 15 langues, 15. C'est le nombre de traductions qu'a reçu l'article du professeur Joseph Nye de la Harvard Kennedy School, rien que ça, publié dans Foreign Affairs. Et ce qu'il y dit, c'est simple mais dévastateur. Lecornu a prouvé qu'on pouvait tenir tête aux pressions, rien qu'avec la vérité et la préparation. Une leçon magistrale de soft power qu'il appelle ça. Résultat, le texte est devenu une référence académique. Pas un tweet viral, pas un clip qui buzz une référence académique.